50 mégawatts et près de 20% de capacité en plus. Voilà le choc. Pour un pays enclavé, faire venir des moteurs colossaux depuis le port de Takoradi sur 1400 km n'est pas qu'une prouesse logistique, c'est une rupture avec la dépendance. Mais pour le public, la vraie question reste simple. Que change cette bascule dans la salle de classe, à l'hôpital et pour l'atelier qui veut tourner sans coupure? Et pourquoi Ibrahim Traoré se retrouve au centre de ce récit? Une aube technique aux répercussions politiques. Cette analyse promet une chose précise, expliquer ce que l'électricité change concrètement et maintenant. Pour le public, l'enjeu est immédiat et mesurable. Apprendre, soigner, produire sans l'angoisse de la coupure. Dans un pays où l'énergie était longtemps un facteur limitant, chaque kilowatt fiable modifie la chaîne entière, de la salle de classe du soir à la chaîne du froid médical jusqu'à l'usine qui peut enfin planifier sur 24 heures. L'arrivée de nouvelles capacités ne se résume donc pas à des machines ou à des chiffres, mais à une redistribution silencieuse des possibles économiques et sociaux. Elle pose aussi une question de méthode. Commerce plutôt qu'aide, investissement durable plutôt que solution temporaire. Ce choix redéfinit la manière dont l'État, les entreprises et les ménages envisagent l'avenir proche. Ce qui suit ne cherche pas à célébrer, mais à mesurer. Ce qui change réellement, ce qui reste fragile et où se situent les marges de manœuvre. C'est à cette condition que la promesse énergétique peut être évaluée sans illusion ni dénigrement. En quelques mois, l'ajout de 50 mégawatts a représenté près de 20% de capacité électrique nationale supplémentaire. Ce saut n'est pas marginal. Dans un système contraint, une telle variation déplace l'équilibre entre pénurie chronique et planification possible. Pour comprendre pourquoi ce chiffre pèse autant, il faut revenir au point de départ. Le Burkina Faso a longtemps fonctionné avec un réseau fragmenté, dépendant d'importations et de générateurs coûteux, où chaque incident politique ou technique pouvait provoquer des coupures en cascade. Cette vulnérabilité ne se lisait pas seulement dans les statistiques, mais dans les usages quotidiens. Écoles fermant tôt, hôpitaux basculant sur le carburant, entreprises incapables d'amortir leurs machines. C'est dans ce contexte qu'apparaît le choix stratégique porté par l'actuelle administration. Plutôt que d'attendre une solution externe, la priorité a été donnée à une capacité de base maîtrisable, même imparfaite, mais disponible en questionnement continu. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette approche a été formulée comme un principe simple. Le commerce et l'investissement doivent remplacer la dépendance à l'aide ponctuelle. Le projet thermique de Kosodo, acheminé depuis le port ghanéen de Takoradi sur environ 1400 km, incarne cette logique. La dimension logistique frappe, mais l'enjeu réel est ailleurs. Sécuriser une source d'électricité capable de stabiliser le réseau, pendant que d'autres filières, solaires et hydrauliques, montent en puissance. Ce n'est donc pas une fin en soi, mais un levier transitoire. Ce mini révélateur chiffré éclaire le reste du débat. Les mégawatts ne sont pas seulement de l'énergie, ils sont du temps gagné. Temps pour former, produire, stocker, investir. Et c'est précisément ce temps retrouvé qui explique pourquoi Ibrahim Traoré est associé à cette séquence, non comme technicien, mais comme arbitre d'un choix structurel. La question devient alors centrale. Ce gain quantitatif suffit-il à transformer durablement le système ou n'est-il qu'un répit dans une trajectoire encore fragile? Sur le terrain, la transformation ne se lit pas d'abord dans les communiqués, mais dans des scènes ordinaires. À Ouagadougou, des enseignants décrivent des classes du soir qui ne se vident plus dès le coucher du soleil parce que l'éclairage devient prévisible. Dans des centres de santé de l'intérieur, le basculement sur des générateurs bruyants et coûteux n'est plus automatique à la moindre variation du réseau,
ce qui réduit la dépendance au carburant et le stress des équipes médicales. Ces changements précoces sont modestes mais cumulatifs. Un artisan qui peut prolonger sa journée, une chambre froide qui fonctionne sans interruption, un atelier qui planifie ses horaires sans craindre la coupure imprévue. Chacun de ces ajustements repose sur la même condition, une alimentation électrique plus stable. Le projet de Kosodo ne résout pas tout, mais il modifie le seuil à partir duquel l'activité devient possible. Les acteurs techniques jouent ici un rôle discret mais central. Chauffeurs de convoi, ingénieurs de levage, logisticiens et électriciens ont assuré le passage des équipements lourds et leur intégration progressive au réseau. Leur travail, rarement visible, est le premier point de contact entre une décision politique et ses effets concrets. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure omniprésente que comme le point de convergence d'arbitrage. Le choix d'investir dans une capacité thermique de base crée une chaîne d'impact rapide, perceptible avant même que les indicateurs macroéconomiques ne bougent. So what pour le public? Quand la lumière cesse d'être incertaine, le quotidien change avant les statistiques. Avant la bascule, la trajectoire énergétique du Burkina Faso suivait un schéma connu. La demande augmentait régulièrement, tirée par la démographie, l'urbanisation et les besoins industriels naissants, tandis que l'offre restait contrainte par des importations incertaines et des capacités locales insuffisantes. Chaque tension régionale, chaque incident technique rappelait la fragilité du système. Les coupures pas une exception, mais une variable intégrée dans les décisions quotidiennes des ménages et des entreprises. L'activation du projet de Kosodo marque un tournant précis. Elle commence bien avant l'allumage des turbines avec une décision politique claire. Accepter le coût logistique et financier d'une solution thermique pour sécuriser une capacité de base. Ce choix déclenche une chaîne d'action coordonnée. Des accords sont consolidés avec le Ghana pour l'accès portuaire et le transit. Des itinéraires sont étudiés, des ponts évalués, des convois spécialisés mobilisés. Le mouvement des équipements lourds sur près de 1400 km devient un événement suivi en temps réel, non pour son spectaculaire, mais pour ce qu'il promet. La bascule intervient lorsque ces machines ne sont plus en transit, mais intégrées. À ce moment, le réseau change de statut. Il ne dépend plus uniquement de flux extérieurs ou de solutions temporaires. Il dispose d'un socle supplémentaire capable d'absorber des pics de demande et de réduire la fréquence des délestages. Cette transition est technique, mais ses effets sont immédiatement sociaux. Les opérateurs du réseau ajustent leurs plans, les hôpitaux réduisent l'usage des générateurs. Les entreprises testent des horaires étendus. Les répercussions s'étendent ensuite par cercles concentriques. Sur le plan économique, la visibilité énergétique améliore la confiance minimale nécessaire à l'investissement local. Il devient possible de planifier des cycles de production plus longs, de réduire les pertes liées aux arrêts imprévus et d'envisager des activités à plus forte valeur ajoutée. Sur le plan social, la stabilité du courant modifie des routines ancrées depuis des années, où la nuit signifiait arrêt ou risque. Dans ce processus, Ibrahim Traoré est régulièrement cité non comme exécutant technique, mais comme initiateur d'un changement de séquence. Le passage d'une logique d'attente à une logique d'activation crée une dynamique nouvelle. Les répercussions ne sont pas encore totales ni irréversibles, mais elles dessinent une trajectoire différente où l'énergie cesse d'être un frein systématique pour devenir un levier conditionnel. La question clé reste ouverte. Cette bascule peut-elle s'inscrire dans la durée sans créer de nouvelles dépendances? Avant l'ajout récent, le réseau national fonctionnait avec une marge étroite. Après, 50 mégawatts supplémentaires ont déplacé l'équilibre
et porter la capacité globale à près de 20% de plus. Cette variation, expliquée simplement, signifie qu'une part significative de la demande auparavant non satisfaite peut désormais être absorbée sans recourir immédiatement au délestage. Le premier indicateur à considérer est la capacité de base. Dans un système fragile, la différence entre un réseau qui tient et un réseau qui cède tient souvent à quelques dizaines de mégawatts disponibles en continu. L'arrivée des équipements du site de Kosodo fournit précisément ce socle. En pratique, cela réduit la fréquence des coupures programmées et limite l'usage d'unités d'appoint coûteuses. Chaque mégawatt stable n'est pas seulement de l'électricité en plus, c'est une assurance contre l'arrêt soudain des activités essentielles. Le deuxième élément mesurable concerne la logistique et le temps. Acheminer des moteurs et générateurs lourds sur environ 1400 km depuis un port maritime jusqu'à un site intérieur n'est pas neutre. Ce chiffre résume l'effort organisationnel consenti pour sécuriser l'approvisionnement. Expliqué en termes simples, il représente des semaines de planification, des itinéraires adaptés et une coordination transfrontalière continue. Le résultat chiffré n'est pas seulement la distance parcourue, mais le temps gagné ensuite sur des années d'exploitation en évitant des interruptions répétées. Un troisième point quantifiable touche à l'effet de levier sur l'économie réelle. Une augmentation de près de 20% de la production disponible change le seuil à partir duquel certaines activités deviennent viables. Pour une usine, cela peut signifier passer d'un fonctionnement intermittent à une rotation quasi continue. Pour un service public, cela se traduit par une réduction mesurable des coûts de carburant liés aux générateurs de secours. Chaque unité d'énergie fiable se convertit en heures de travail supplémentaires, en pertes évitées et en planification rendue possible. Ces chiffres doivent toutefois être lus avec prudence. Ils n'indiquent pas une autosuffisance totale, ni une fin des contraintes. Ils décrivent un déplacement de la frontière. Là où le réseau cédait systématiquement sous la pression, il résiste davantage. Là où la planification était incertaine, elle devient envisageable à court et moyen terme. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'accent mis sur ces données sert à justifier une stratégie graduelle. Sécuriser d'abord la base, puis diversifier les sources. L'explication est essentielle pour éviter l'illusion. 50 mégawatts ne transforment pas un pays du jour au lendemain, mais ils modifient la dynamique. Ils créent un espace de respiration où les politiques complémentaires, notamment solaires et hydrauliques, peuvent être déployées sans urgence extrême. C'est dans cet intervalle que se joue la crédibilité de la trajectoire. En résumé, les preuves quantitatives ne promettent pas l'abondance, mais elles documentent un passage clair du déficit structurel à une marge opérationnelle élargie. Et cette marge, aussi modeste soit-elle, redéfinit les choix possibles pour l'État, les entreprises et les ménages. Les critiques les plus sérieuses commencent par un constat recevable. Miser sur une centrale thermique dans un contexte de transition énergétique mondiale paraît, à première vue, contradictoire. Le coût du carburant, la volatilité des marchés internationaux et l'empreinte environnementale sont autant d'arguments avancés pour dire qu'un tel choix risque d'enfermer le pays dans une dépendance différente, mais tout aussi contraignante. À cela s'ajoute une inquiétude budgétaire. Investir lourdement dans une solution thermique pourrait détourner des ressources limitées au détriment des renouvelables. Un second argument oppose la durabilité à l'urgence. Selon cette lecture, renforcer une capacité thermique répond à un besoin immédiat, mais retarde l'effort structurel nécessaire pour développer le solaire et l'hydraulique, pourtant abondants dans la région. Le risque serait de créer un confort temporaire qui affaiblit l'incitation à transformer en profondeur le mix énergétique. Enfin, certains observateurs soulignent que la dépendance au commerce bilatéral, même équilibré,
expose toujours à des aléas politiques et logistiques. Ces objections méritent d'être prises au sérieux car elles pointent de véritables contraintes. Mais la réponse apportée par la stratégie actuelle repose sur une hiérarchie assumée des priorités. Dans un réseau fragile, l'absence de capacité de base fiable empêche précisément le déploiement efficace des renouvelables. Sans stabilité minimale, l'énergie solaire intermittente ou l'hydraulique saisonnière ne peuvent jouer pleinement leur rôle. La centrale thermique n'est donc pas présentée comme une fin, mais comme un socle transitoire. Les données disponibles renforcent cet argument. L'ajout d'environ 20% de capacité modifie immédiatement la résilience du réseau, réduisant la pression quotidienne qui forçait des solutions d'urgence coûteuses et polluantes, comme les générateurs individuels. Comparé à cette situation antérieure, la solution centralisée apparaît comme un moindre mal à court terme. Elle crée aussi une visibilité indispensable pour planifier des investissements solaires et hydroélectriques à plus long horizon. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est associé à une logique de séquençage plutôt qu'à un choix exclusif. La question n'est pas thermique ou renouvelable, mais dans quel ordre. Le Stillman des critiques souligne les risques, mais l'analyse des contraintes montre pourquoi une capacité de base a été jugée prioritaire. Reste une interrogation légitime. Ce socle transitoire sera-t-il réellement utilisé comme tremplin ou deviendra-t-il une zone de confort durable? Le point médian de cette trajectoire n'est pas technique, il est stratégique. Une fois la capacité de base sécurisée, le débat se déplace. Il ne s'agit plus seulement d'éviter la coupure, mais de décider quoi faire d'un réseau qui tient. Cette bascule modifie la manière dont l'État, les entreprises et les partenaires régionaux lisent le pays. Là où l'énergie était un facteur de risque, elle devient une variable de calcul. Ce changement d'échelle apparaît clairement dans la planification. Les opérateurs du réseau peuvent désormais raisonner en semaines et en mois, non plus en heures. Les industriels évaluent des investissements auparavant jugés trop incertains. Les services publics, eux, ajustent leurs priorités en intégrant une alimentation plus prévisible. Ce sont des décisions discrètes, mais elles signalent une mutation profonde du cadre d'action. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré prend une autre dimension. Le projet de Kosodo n'est plus seulement un symbole de rupture avec la dépendance passée, il devient un outil de projection. Il sert à tester une capacité nouvelle, transformer une marge énergétique en levier économique et diplomatique. La question centrale n'est donc plus peut-on produire, mais comment orienter cette production. Ce midpoint reveal redéfinit l'enjeu. La lumière n'est plus seulement allumée, elle éclaire des choix qui engagent la suite. Les effets concrets de cette nouvelle marge énergétique se distribuent différemment selon les acteurs, mais tous en ressentent l'impact. Pour l'État, une alimentation plus stable réduit la pression permanente de la gestion de crise. Les ministères de l'énergie, de la santé et de l'éducation peuvent planifier sur des horizons plus longs, car les coupures imprévisibles ne dictent plus chaque arbitrage. Cette stabilité facilite aussi le suivi budgétaire en diminuant les dépenses d'urgence liées au carburant et à la maintenance de solutions temporaires. Pour les entreprises, la différence est immédiatement opérationnelle. Une usine qui subissait des arrêts répétés peut désormais envisager des cycles de production plus réguliers. Cela améliore la productivité, réduit les pertes de matières premières et rend possible l'amortissement d'équipements plus modernes. Même pour les petites structures, ateliers ou services, la fiabilité du courant change le calcul économique de base. Investir devient moins risqué lorsque l'énergie n'est plus l'incertitude principale. Du côté des ménages, l'effet est moins spectaculaire mais tout aussi structurant. Une électricité plus prévisible signifie des soirées éclairées pour les études,
une conservation plus sûre des aliments et une diminution des dépenses liées aux solutions de secours individuelles. Ces gains, modestes pris isolément, s'additionnent dans le temps et modifient la qualité de vie, surtout en milieu urbain et périurbain. Ils créent aussi une attente nouvelle, celle d'un service public qui fonctionne de manière continue. Enfin, au niveau régional, les implications dépassent les frontières nationales. Un Burkina Faso capable de sécuriser sa capacité de base modifie son positionnement dans les échanges énergétiques et diplomatiques. Il ne s'agit pas encore d'exporter massivement, mais de réduire une vulnérabilité historique qui limitait toute négociation. Cette évolution est observée de près par les partenaires voisins, car elle signale une montée en autonomie progressive. Dans cette lecture à quatre niveaux, Ibrahim Traoré apparaît comme le point d'articulation politique de ces conséquences. Son rôle n'est pas d'en revendiquer chaque effet, mais d'avoir initié une séquence où ces effets deviennent possibles. Les bénéfices restent conditionnels et inégaux, mais ils sont réels et mesurables dans les usages quotidiens. La question qui se pose désormais est claire. Comment transformer ces gains dispersés en une dynamique durable sans créer de nouveaux déséquilibres? À horizon de 6 à 12 mois, trois trajectoires plausibles se dessinent à partir de la même base énergétique renforcée. Scénario central, le plus probable, la capacité thermique stabilise le réseau, réduit les délestages et sert de filet de sécurité pendant l'extension graduelle du solaire et de l'hydraulique. Dans ce cas, l'économie gagne en prévisibilité sans changement brutal du mix et les investissements suivent un rythme prudent, guidé par la fiabilité retrouvée plutôt que par l'euphorie. Scénario optimiste. La stabilité accélère les décisions. Les acteurs publics et privés utilisent la marge dégagée pour lancer des projets complémentaires, améliorer la maintenance du réseau et attirer des financements ciblés. La capacité de base joue alors pleinement son rôle de tremplin. La coordination régionale s'approfondit, les coûts d'urgence reculent et les renouvelables gagnent du terrain sans être pénalisés par l'intermittence. La trajectoire devient cumulative. Chaque amélioration en rend une autre possible. Scénario défavorable. La capacité supplémentaire crée un confort trompeur. Les investissements de transition sont retardés, la dépendance au thermique se prolonge et les contraintes budgétaires réapparaissent sous une autre forme, notamment via les coûts de carburant. Dans ce cas, la marge actuelle se referme progressivement et le système revient à une vulnérabilité différente mais persistante. Le risque n'est pas l'échec immédiat, mais l'enlisement. Face à ces options, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de parier sur un résultat unique, il s'agit de gouverner par conditions. Si la stabilité se confirme, alors accélérer les projets renouvelables. Si les coûts le dérivent, alors ajuster le rythme et les priorités. Si la demande industrielle augmente, alors renforcer la planification du réseau. Cette logique conditionnelle limite les angles morts. Dans ce cadre, la séquence engagée sous Ibrahim Traoré peut être évaluée non sur des promesses, mais sur sa capacité à rester réversible et adaptable. Le test des prochains mois ne sera pas idéologique mais opérationnel. La marge énergétique sera-t-elle utilisée comme levier ou consommée comme un simple répit? À ce stade, l'enjeu quitte le niveau des scénarios pour rejoindre celui de l'expérience vécue. Pour une famille urbaine, une alimentation plus régulière signifie moins d'arbitrage contraint entre éclairage, réfrigération et recharge des équipements. Le temps du soir n'est plus dicté par l'incertitude, et cette continuité modifie la manière d'organiser les études, le travail à domicile et la vie collective. Ce sont des ajustements discrets mais répétés chaque jour. Pour un travailleur indépendant ou un petit entrepreneur, la fiabilité du courant agit comme un seuil psychologique. Lorsqu'une machine peut tourner sans interruption imprévue,
l'investissement cesse d'être un pari risqué. La planification devient possible, même à petite échelle. Cette prévisibilité ne garantit pas le succès, mais elle supprime un obstacle majeur qui faussait toute décision économique de départ. Pour les services essentiels, l'impact est encore plus tangible. Dans la santé ou l'éducation, la continuité électrique réduit la dépendance à des solutions de secours coûteuses et instables. Elle améliore la qualité du service sans nécessiter immédiatement de nouvelles infrastructures lourdes. C'est un gain de fiabilité, plus que de performance spectaculaire, mais il change la norme attendue. Ces bénéfices ne sont ni uniformes ni automatiques. Ils dépendent de la capacité des institutions et des acteurs locaux à utiliser la marge créée. C'est là que la responsabilité collective entre en jeu. La décision politique associée à Ibrahim Traoré ouvre une possibilité. Elle ne garantit pas son exploitation optimale. Le reste se joue dans la gestion, la maintenance et les choix quotidiens. Deux pistes simples émergent pour le public. Rester attentif à la qualité réelle du service et soutenir les usages productifs de l'électricité plutôt que sa seule consommation passive. La transformation énergétique n'est pas abstraite, elle se construit dans ses gestes répétés. À ce stade, la question n'est plus de savoir si une marge énergétique existe, mais comment la convertir en trajectoire durable. Une feuille de route crédible s'articule autour de quelques étapes lisibles. Première étape, consolider l'existant, sécuriser l'exploitation de la capacité thermique, renforcer la maintenance et former les équipes locales afin que les gains actuels ne se diluent pas dans des pannes évitables. La stabilité doit devenir la norme, pas l'exception. Deuxième étape, utiliser ce socle pour accélérer la diversification. Avec un réseau plus résilient, les projets solaires et hydroélectriques peuvent être intégrés de manière progressive et coordonnée. L'objectif n'est pas de remplacer brutalement le thermique, mais de réduire sa part relative à mesure que les renouvelables montent en puissance. Chaque nouvelle installation doit être pensée en complément, pas en concurrence. Troisième étape, améliorer la gouvernance du réseau. Cela implique des outils de suivi clairs, des indicateurs publics et des arbitrages transparents entre consommation domestique, services essentiels et usages productifs. Une énergie plus stable sans règles claires risque de renforcer des déséquilibres existants. À l'inverse, une gestion rigoureuse transforme la marge actuelle en levier de développement partagé. Quatrième étape, inscrire la coopération régionale dans la durée. Les accords logistiques et commerciaux qui ont permis l'acheminement et l'installation doivent évoluer vers des cadres plus larges, capables de sécuriser les échanges sans recréer de dépendances asymétriques. C'est ici que la diplomatie énergétique prend tout son sens. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît comme le garant d'un cap plutôt que d'un projet isolé. La réussite dépendra moins de l'annonce initiale que de la constance dans l'exécution. Si chaque étape est mesurée, ajustée et évaluée, la marge actuelle peut devenir une trajectoire. Sinon, elle restera un moment. La question finale est donc pragmatique. Cette feuille de route sera-t-elle suivie avec la même discipline que la décision initiale? Le récit revient naturellement aux images de départ. La route poussiéreuse, les convois lents, les machines d'acier avançant, kilomètre après kilomètre. Ce motif n'était pas décoratif, il symbolisait un passage de la dépendance subie à l'effort assumé. Aujourd'hui, ces moteurs sont immobiles, intégrés au réseau, et c'est précisément cette immobilité qui fait sens. Le mouvement a servi à créer de la stabilité. Dans ce retour en boucle, la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît non comme héros solitaire, mais comme incarnation d'un choix collectif. Le pari n'était pas celui de la perfection technologique, mais celui de la dignité fonctionnelle, disposer d'une base propre pour construire la suite.
Cette décision résonne moins dans les discours que dans les routines quotidiennes qui cessent d'être interrompues. Le motif des mains calleuses traverse toute l'histoire. Elles ont conduit, soulevé, installé. Elles rappellent que l'indépendance énergétique n'est pas un concept abstrait, mais une accumulation de gestes concrets. Chaque boulon serré, chaque test réussi rapproche le système d'une normalité longtemps absente. Phrase clé à retenir. La souveraineté commence quand la lumière ne tremble plus. Ce rappel émotionnel ne clôt pas le débat, mais il en fixe le sens. La question n'est plus de savoir si le changement a eu lieu, mais comment il sera protégé et prolongé. À l'échelle d'une société, l'énergie n'est jamais seulement une affaire de câbles et de turbines. Elle devient un langage commun, un symbole de ce qui est possible ou non. Lorsque la lumière tient, même imparfaitement, elle modifie la manière dont une nation se projette, dont les citoyens évaluent leurs institutions et dont les partenaires extérieurs ajustent leur regard. Ce changement est silencieux, mais il s'inscrit durablement dans les représentations collectives. Le cas du Burkina Faso illustre cette transition. La marge créée par le projet de Kosodo ouvre un espace de choix. Elle peut nourrir une dynamique d'investissement, de formation et de coopération régionale, ou se refermer si l'effort s'essouffle. Rien n'est automatique. Les trajectoires énergétiques se consolident par l'attention continue, la demande de compte et l'usage productif de la ressource. Pour le public, l'invitation est simple et non prescriptive. Observez, comparez, questionnez. Comment la stabilité électrique évolue-t-elle dans votre environnement? Quels usages nouveaux apparaissent et lesquels restent bloqués? Ces signaux du quotidien disent souvent plus que les annonces officielles. Dans ce débat ouvert, la séquence engagée sous Ibrahim Traoré sert de point de départ, pas de conclusion. La lumière est allumée, la direction reste à construire. La question demeure: comment transformer cette base énergétique en un projet partagé et durable, capable de résister au temps et aux contraintes à venir?